Toute l'équipe est pour nous un grand plaisir de vous retrouver en cette année 2015. Toute l'équipe donc d'Entretien Plus, réunie autour du réalisateur Mouamini, se joint à moi pour vous souhaiter d'ores et déjà une bonne et heureuse année 2015. Beaucoup de santé, de réussite, de succès dans votre vie, dans vos vies. Et ce soir, Entretien Plus reçoit Dieudonné Milama, président de l'Observatoire national de la démocratie. Président, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Avec vous, on va discuter un peu de votre sortie du 30 décembre 2014 dernier. C'était donc à Ouandjé, à la salle Edena, sans publicité bien sûr. Succinctement, de quoi était-il question? Quel a été le but de votre sortie médiatique? Vous savez que le Gabon, notre pays, vit actuellement une crise politique, une crise sociale qui a des répercussions au niveau économique et même culturel assez graves. Il était important pour l'Observatoire national de la démocratie de donner sa position par rapport à cette crise-là. Dans la rencontre, l'objectif était réellement de faire l'analyse de cette crise, mais aussi de proposer une solution qui nous permet de sortir de cette crise en gardant notre pays uni. C'était l'objet de ma déclaration. Et selon vous, cette situation sociopolitique est due à quoi? Non, je le dis depuis très longtemps. Vous savez, notre pays, depuis plusieurs années, a laissé passer beaucoup de choses. Et j'analysais la situation en disant que nous avons l'héritage que le président Bongo nous a laissé, que nous n'avons pas pu solder, et que cet héritage avait deux faces. Une face reluisante. Dedans, on peut trouver l'unité nationale, le dialogue, la stabilité politique et économique. Mais il y a aussi une face sombre. Au milieu de cette face, il y a ce qu'on appelle l'impunité. Et cette impunité a entraîné le Gabon dans les méandres actuels. Parce que la corrélation de l'impunité, nous la connaissons. C'est le clientélisme. C'est le manque de justice sociale. C'est une justice totalement imparfaite. Ce sont des institutions qui ne travaillent pas pour le peuple, mais plutôt pour les individus. C'est le reste, corruption. C'est une fonction publique que nous avons aujourd'hui qui n'est pas performante. C'est une économie qui ne répond pas aux normes internationales. C'est aussi un système social où la pauvreté est énorme. Le dernier rapport McKinsey nous disait que 30% des Gabonais vivent en dessous du seuil de pauvreté. À côté de cela, nous avons un problème au niveau politique. Vous savez, en 1990, nous avons eu la conférence nationale, elle n'était pas souveraine. Nous avons décidé de changer de parti du monopartisme au multipartisme. En 1991, nous avons voté une constitution consensuelle, mais cette constitution était bien pensée parce que tout le monde était d'accord là-dessus. Il y avait certains articles phares de cette constitution. Déjà, c'est un principe. Nous avons la limitation du nombre de mandats. On ne pouvait pas être élu plus de 2 fois. Nous avions aussi autre chose qui était à côté, c'est la durée des mandats était de 5 ans. Bon, nous avions un équilibre constitutionnel entre la Cour constitutionnelle, le Conseil national de la communication, le gouvernement, dont toutes les autres institutions, l'Assemblée nationale, le Sénat et autres. Mais, au fur des années, cette constitution a été modifiée. Non pas dans le sens de l'améliorer, mais dans le sens de pérenniser le pouvoir du président Bongo. Et tous les acteurs politiques qui sont aujourd'hui aussi bien dans l'opposition que dans la majorité en dehors du président Mimboto, qui s'était opposé à la modification constitutionnelle qui amenait l'élection à un tour. Parce qu'on est même arrivé à cela, on disait mais non, on ne voulait plus les élections à deux tours, on va faire une élection à un tour. Au fait, vous voyez, on a lessivé, on a enlevé à cette constitution de 1991 son sel, sa saveur. Et nous sommes depuis là dans un pays
qui n'est ni dans le monopartisme ni dans la démocratie. Nous avons eu à faire des élections qui ont toujours été contestées. Et vous vous souviendrez que après chaque élection, nous comptons des morts. À Port-Gentil, il y en a eu. En 93, il y en a eu. Dans tous les cas, les élections sont des moments très difficiles pour le peuple gabonais. Maintenant, il arrive aujourd'hui que nous avons accumulé des frustrations. Le peuple en a accumulé et on arrive au point de non-retour. C'est-à-dire que les institutions qui ont accompagné le président Bongo ont réellement fait leur temps. Il y avait comme un consensus non écrit entre l'opposition, parce que vous vous souvenez que la plupart des membres de l'opposition, à part le président Bongo, allaient au gouvernement d'union, d'unité et autres. C'était comme si tout le monde avait accepté que le président Bongo puisse gérer le pays jusqu'à la fin de sa vie. Mais après le décès du président Bongo, on aurait dû s'asseoir, comme cela se passe quand un notable disparaît. Les enfants s'assoient et on examine l'héritage. On dit ça, on a accepté, mais on ne peut plus l'accepter. Ça, on va désormais faire ça comment? Mais nous avons fonctionné comme si tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes. Aujourd'hui, la crise s'est amplifiée et certains éléments ont justifié cela. La première chose, le président Ali Bongo décide d'interpeller des personnalités qui ont joué les faits tournants. Ça crée un problème. Et c'est notre héritage commun. C'est-à-dire le détournement des deniers publics, le vol caractérisé, le non-développement. D'où l'impunité. Ça vient de l'impunité. Et quand il interpelle ces personnalités qui sont aussi bien dans l'opposition que dans la majorité, forcément il y a levé de boucliers. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est M. Payan qui écrit un livre qui remet en cause l'éligibilité du président Ali Bongo. La troisième chose, parce que quand la communauté internationale voit la situation se dégrader, avec l'expérience des autres pays africains, l'ONU intervient pour dire, les Gabonais, asseyez-vous et dialoguez. Mais après cette déclaration de l'ONU, ni l'opposition, ni la majorité, personne ne veut plus dialoguer. Et face à ça, est-ce qu'on court vers ce que vous avez appelé l'implosion du pays? Si rien n'est fait, c'est justement pour ça que nous intervenons. Et je voudrais terminer pour dire que la quatrième chose, c'est la mort du jeune Mboulbeka au cours d'une manifestation. À la limite même, je ne sais pas, parce qu'apparemment, M. Mboulbeka n'était pas dans la manifestation. Il a été lâchement assassiné par des gens. Nous voulons encore que cette affaire soit totalement éclairée et qu'on voit clair dans cet assassinat. Parce qu'il allait à un mariage. Il a été tué à la fleur de l'âge. Donc je voudrais dire aujourd'hui que le refus que je viens que je véhicule, c'est de voir le Gabon se détruire. C'est de voir le Gabon se détruire. Donc, nous ne voulons pas qu'il y ait implosion. Vous êtes le président de l'Observatoire national de la démocratie. Quelle proposition vous faites pour qu'on sorte de ce blocage? Nous avons, au niveau de l'Observatoire, longuement analysé la situation. Et nous avons dit qu'il y a deux peurs. Vous comprenez? Il y a la peur de l'élection de 2016. Vous savez, personne ne veut perdre cette élection. Personne. Cette élection, si elle est organisée dans les conditions actuelles, nous irons directement vers l'implosion. Vous vous souviendrez que chaque élection que nous avons organisée est soldée par des violences. Et je pense que l'opposition actuelle ne pourra pas accepter une défaite si l'élection était organisée par le système actuel, c'est-à-dire par la Cour constitutionnelle actuelle, la CENAP actuelle, la liste électorale actuelle et l'administration actuelle. L'opposition refuserait catégoriquement le résultat de cette élection. Et je vois mal le pouvoir s'incliner à une victoire de l'opposition en 2016. Pourquoi? Parce que le pouvoir aussi est frileux. Aujourd'hui, les deux camps se regardent en chien de faïence.
La question de ceux qui dirigent aussi, c'est de savoir si nous perdons cette élection, qu'allons-nous devenir? Il y a beaucoup de haine en l'air et l'histoire de l'Afrique peut nous interpeller. Donc nous avons décidé de faire une proposition qui tienne compte non seulement de notre histoire, nous, mais aussi de ce que nous avons vécu dans les autres pays africains tous ces derniers temps. Vous savez, c'est comme quand on passe l'oral. Bon, l'élève qui passe en première position est défavorisé parce que on ne sait pas comment le professeur va s'accompagner. Voilà. Maintenant, on sait. On peut analyser ce qui s'est passé. Regardons le Maghreb. Nous avons eu la révolution arabe parce que nous pouvons voir ce que les autres ont fait, voir les conséquences et dire est-ce que c'est ce que nous voulons réellement pour notre pays. C'est ce que nous avons fait au niveau de l'observatoire. Nous avons analysé la révolution arabe. Regardez ce qui s'est passé là-bas. L'Égypte, place Tahrir, les jeunes ont tout fait pour instaurer la démocratie. Effectivement, il y a eu une élection, les frères musulmans l'ont gagnée. Mais après, quand les frères musulmans arrivent au pouvoir, les frères musulmans tirent la couverture largement de leur côté. L'armée revient mettre un terme à ce système. Et aujourd'hui, nous avons un militaire à la tête de l'État. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire de l'Égypte? Réussite ou échec? Malgré le fait qu'il y ait eu des gens qui se soient mobilisés pendant plusieurs mois, plusieurs jours, et qui ont obtenu de par la rue le départ du président Moubarak. Aujourd'hui, nous sommes à la case départ. Le président Sissi a été élu avec 96%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'alternance seule ne peut pas régler les problèmes dans les pays qui ont connu une longue tradition de monopartisme ou dictatorial. On n'a pas réglé des problèmes importants en Égypte. Le problème, la place de l'armée n'a pas été réglée par ceux qui n'ont vu que le changement de Moubarak. Non. À côté de la place de l'armée, tout l'historique, parce que l'armée, quand c'est au pouvoir, il y a la corruption, il y a tout ce que l'armée a eu à occasionner. Si vous ne réglez pas ces problèmes avec l'armée, mais l'armée reprend son pouvoir. C'est ce qui vient de se passer en Égypte. Nous avons regardé en Libye. En Libye, le peuple s'est soulevé. Le président Kadhafi a été tué. On a éliminé un dictateur. Mais après, en Libye, nous avons l'hydre à plusieurs têtes. Aujourd'hui, nous avons de partout des milices. Mais la Libye est devenue une plaie inguérissable. Un territoire de non-droit. En Tunisie, il y a eu le départ, la rue a travaillé et le président tunisien a été chassé du pouvoir. Mais les Tunisiens ont eu une transition de 4 années à 2 étapes. Première étape, ils ont pu élire une assemblée constituante transitoire. Un président qui était là pour une transition. Pendant 4 ans, ils ont soldé les dossiers qui fâchaient. Ils ont adopté une constitution de façon consensuelle. Et ils viennent d'organiser une élection présidentielle qui s'est très bien passée. Et aujourd'hui, il y a un président, même s'il est très âgé, mais c'est lui qui a été élu par le peuple tunisien. Il a battu le président en exercice. Ça, c'est un. Redescendons au niveau de l'Afrique noire. La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a connu plusieurs présidents de la République. Le président Houphouët-Boigny est parti, Bédié s'est installé. Le président Bédié a amené l'ivoirité, il a voulu écarter les autres. Il y a eu un coup d'État. On a eu Gueye. Gueye a voulu écarter les autres. On a eu Gbagbo. Gbagbo a fait 10 ans sans élection. La communauté internationale a eu à intervenir. Il y a eu des discussions. Et après, il y a eu une élection. Gbagbo s'est déclaré vainqueur. Ouattara s'est déclaré vainqueur. 3000 Ivoiriens sont morts. On a installé Ouattara à la tête du pouvoir. Mais aujourd'hui, cette Côte d'Ivoire est-elle stable? Je ne crois pas. Aujourd'hui, non seulement on a enterré beaucoup d'Ivoiriens, dont la rancune, la rancœur, c'est encore là. Mais la Côte d'Ivoire, tout dernièrement, nous avons eu les ex-rebelles bloqués à Abidjan et exiger 5 milliards. Des arriérés de salaire de la rébellion. Mais aujourd'hui, nous avons Gbagbo qui se trouve à la CPI. Sa femme est emprisonnée à Abidjan. Nous avons beaucoup d'Ivoiriens qui sont actuels, qui ont été emprisonnés, beaucoup ont perdu leur maison.
Bon, en tout cas, il y a eu toute une... le système, c'est catastrophique. La grande question, Soro est là, les forces nouvelles ont tué, les forces de Gbagbo ont tué, les forces de Ouattara ont tué. Aujourd'hui, Ouattara au pouvoir. Il va peut-être gagner un deuxième mandat. Mais après Ouattara, un autre Ivoirien. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire va réellement devenir? Parce qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui devraient être jugés mais qui ne le sont pas. Et il y a eu la paix ou bien la justice des vainqueurs. Donc la Côte d'Ivoire n'est pas aujourd'hui un pays stable. C'est un pays qui peut encore tomber. On descend. Très rapidement. On arrive en RCA à côté là. Nous a mis la Centrafrique. Il y avait Patassé. On a pensé que Patassé, c'est pas bien. Il a été chassé grâce à la communauté internationale, il est parti. Nous avons eu Bozizé. Ah, Bozizé, c'est pas bien, on l'a chassé. Nous avons eu Djotodia. Djotodia aussi est venu, on a chassé. Nous avons Panza avec une transition qu'on ne fait que tirer en longueur. Mais ce pays n'a jamais retrouvé la stabilité. Je vais terminer par la RDC. La RDC, il y a eu Kabila qui est arrivé, on a chassé Mobutu. Le pays est resté dans l'instabilité jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, Kabila a peur de quitter le pouvoir parce que ses arrières ne sont pas assurées. Donc voyez-vous, je peux aller comme ça et citer d'autres pays. Le Congo-Brazzaville connaît pratiquement la même situation. Donc la réflexion que nous avons eue, c'est que dans tous ces pays-là, il y a eu un autre pays qu'on appelle l'Afrique du Sud, qui a connu une situation difficile avec l'apartheid. Mais les Sud-Africains ont réfléchi. Comment instaurer un système démocratique, stabiliser le pays et développer notre pays. Ils ont décidé de faire une transition constitutionnelle. Cette transition, ils ont discuté, et lors des discussions, ils sont tombés d'accord sur un certain nombre de choses. D'abord, une transition constitutionnelle. Je vais bien expliquer. Après, une commission vérité et réconciliation. Ces deux choses étaient très importantes pour que le pays là puisse aujourd'hui être catégorisé comme un pays démocratique et développé. Pourquoi ils ont fait la commission vérité et réconciliation? Parce que beaucoup de personnes, de par les actes posés, avaient peur de qu'est-ce qu'ils vont devenir si le pouvoir partait de la minorité blanche à la majorité noire. Bon, il fallait que le peuple africain décide pour dire, bon, ici on pardonne, ici on fait ci. Mais ils ont lavé d'abord le linge sale en famille. C'était dur, mais ils ont accepté de faire ce deuil de l'apartheid. Donc, tous les Sud-Africains, la commission vérité et réconciliation a libéré le peuple sud-africain. Les Blancs avaient peur, ils n'avaient plus peur. Les Noirs avaient peur, ils n'avaient plus peur. Et ça a réconcilié le peuple. Ils ont, pendant 4 ans, parce que les réformes que le pays devait engranger pendant 4 ans étaient des réformes difficiles. Ils ont dit, bon, on met en place une constitution transitoire qui leur a imposé une cogestion du pays pendant 4 années. Et pendant 4 années, on avait président Nelson Mandela et son vice-président était Frédéric de Klerk, qui lui était président quand Mandela était en prison. Les deux ont d'ailleurs eu le prix Nobel de la paix. Et pendant 4 ans, on avait dit, si tu as 25% à l'élection, tu es président ou vice-président, mais la personne qui a le plus grand suffrage sera président, le deuxième, le troisième, qui d'après la barre de 25% sera là-bas. Et que ceux qui ont 5% à cette élection, les partis qui auront 5%, ces partis vont rentrer au gouvernement. Ils ont donc eu un gouvernement issu d'une élection libre, démocratique et transparente. Donc, Mandela président, de Klerk vice-président, Boutelesi ministre des Affaires étrangères, les 3 acteurs qui ont bougé l'Afrique du Sud. Mais au bout de 4 ans, ils ont soldé les dossiers. Au bout de 4 ans, ils ont entrepris des réformes en profondeur. Et après 4 ans, ils ont négocié pendant les 4 années une constitution, celle avec laquelle l'Afrique du Sud vit aujourd'hui. Et c'est une réussite. Et qu'est-ce que vous proposez pour le Gabon? Je propose pour le Gabon des choses claires. Je dis, on ne peut copier, on ne va pas inventer la route, que ce qui a marché ailleurs. Après avoir analysé, nous avons trouvé que la constitution et la démarche des Sud-Africains étaient la meilleure. Et c'est pour ça que j'ai fait des propositions
en 6 points. Premièrement, un dialogue national sans exclusive. Premier point. Deuxième point, l'adoption par référendum d'une constitution transitoire qui ressemblait à celle que les Sud-Africains avaient eu adoptée. Troisièmement, l'organisation des élections libres, démocratiques et transparentes en 2016 sur la base d'une constitution transitoire. Quatrièmement, une transition de 5 ans, comme cela s'est passé en Afrique du Sud. Cinquièmement, la mise en place d'une commission vérité et réconciliation. Et sixièmement, des élections générales organisées au bout de 5 ans de transition. Ça, c'est ma proposition. La proposition de l'Observatoire national de la démocratie. Voilà. Mais aujourd'hui, on se rend compte que les deux camps campent sur leur position. Comment faire pour que les deux se retrouvent et acceptent de partager votre proposition? L'Observatoire communique. C'est déjà important de communiquer. Ni l'opposition, ni la majorité ne doivent détruire ce pays. Ni l'opposition, ni la majorité, personne n'a la responsabilité de détruire le Gabon. Je pense que quelle que soit la crise, les gens ont toujours fini par s'asseoir. C'est pour ça que nous allons faire un plaidoyer. Et nous l'avons commencé avec les hommes de Dieu, avec les syndicats, avec les confessions religieuses, avec le peuple gabonais, pour que tous les Gabonais adhèrent à cela. S'il faut imposer le dialogue aux protagonistes, on va le leur imposer. Et ce dialogue, comment vous allez le bâtir? Ça sera un dialogue inclusif, ça va être la conférence nationale souveraine, ça va être... Comment avez-vous pensé à ce dialogue-là, puisqu'il y a certains qui refusent déjà l'idée de conférence nationale souveraine? Je ne m'attarde pas souvent sur, je le dis souvent, sur les étiquettes. Vous savez, si dans une enveloppe, on a mis de l'argent, c'est l'argent qui est important. Dans l'enveloppe, on peut aussi mettre des post-it et autres. Moi, ce ne sont pas les étiquettes, c'est le fond. C'est le fond. Moi, de quoi allons-nous discuter? Et là, j'ai proposé 4 points. D'abord, l'élaboration d'une constitution transitoire. Premièrement, les mécanismes de mise en place et les conditions d'organisation d'une élection libre et transparente en 2016. Troisièmement, les mécanismes et le fonctionnement d'une commission vérité et réconciliation et l'identification et la sélection des dossiers à instruire par cette commission. Et quatrièmement, l'examen de tous les cahiers de charges des syndicats. Donc, on appellera ça comme on voudra. Mais je crois que c'est l'agenda. C'est ce que de quoi allons-nous discuter. C'est pour ça que je dis, il faut d'abord que l'idée de transition, nous l'acceptions. L'idée d'une transition où nous allons tous ensemble, après une élection en 2016, co-gérer ce pays et faire des grandes réformes, régler les problèmes, réconcilier les Gabonais entre eux à travers la commission vérité et réconciliation. Mais il faut qu'on mette en place des mécanismes pour que les élections de 2016 se déroulent dans la plus grande transparence en respectant les règles démocratiques. Est-ce qu'il faut systématiquement qu'il y ait élection présidentielle en 2016? Oui. Dans l'état actuel des choses. Moi, je crois vous parlez d'un dialogue. Le dialogue, vous avez pris l'exemple de l'Afrique du Sud et de la Tunisie qui a pris 4 ans. Donc ça veut dire que s'il faut dialoguer, il faut prendre le temps de faire des choses dans les règles de l'art pour qu'on ne tombe pas comme la conférence nationale de 90 où au lendemain, on a enlevé de sa saveur, comme vous-même vous l'avez dit, les textes retenus consensuellement lors de ce dialogue-là. Nous devons dialoguer. La première chose, c'est que le dialogue peut prendre 1 mois. Vous comprenez? On n'a pas besoin de dialogue, on sait de quoi nous voulons. Chacun sait exactement où nous voulons aller. La plupart des Gabonais savent ce que les Gabonais veulent. Le dialogue n'a pas besoin de durer longtemps. Maintenant, la chose la plus importante, c'est que les actes de dialogue doivent être adoptés par référendum. Pourquoi? Parce que vous savez, une conférence nationale n'est jamais souveraine. Parce que ceux-là qui viennent à la conférence ne sont pas des réels délégués du peuple. Il faudrait, après la conférence nationale, que ceux qui ont discuté, ceux qui ont fait des propositions, qui ont trouvé des consensus, retournent vers le peuple pour que ces actes deviennent des actes souverains par
le son du peuple gabonais. Donc, en fait, quelle que soit la discussion, que ce soit dialogue, je ne sais pas, la manière dont on veut, il faudrait après qu'on a dit au peuple, voici le résultat de la discussion, est-ce que vous êtes d'accord? Et si le peuple adopte cela, vous avez sous forme de loi, tout le monde l'applique. Voilà. Je vais revenir sur les axes de vos propositions en ce qui concerne les thèmes concernant le dialogue national que vous proposez. Vous dites l'élaboration d'une constitution transitoire qui assure une cogestion constitutionnelle du pays. Pensez-vous que le pouvoir en place puisse réellement accepter cette première proposition-là seulement? Nous ne sommes pas là. Nous ne faisons pas le lit de quelqu'un et nous ne voulons pas que les gens soient totalement contents de nous. C'est ce qui est réel. Vous savez, les gens ont peur de qu'est-ce qui va devenir demain. Nous devons ensemble dégager ces peurs. C'est une obligation pour nous de travailler un temps ensemble. Mais pas en se choisissant, mais le peuple doit. Vous savez, j'ai regardé ce qui s'est passé depuis que le président est là. Il a géré le pouvoir seul. Mais il a eu toutes les difficultés du monde à procéder aux véritables réformes dont le pays a besoin. Est-ce qu'il a même procédé à des réformes? Il a essayé de réformer. Je prends l'exemple, la question du bois. Il a essayé, mais ça a été difficile. Ça marche parce que les intérêts sont multiples. Aujourd'hui, je crois qu'avec toute la bonne volonté du monde, on a regardé la fonction publique. La fonction publique du Gabon. Nous avons 70 milliards de salaires. Mais si vous rentrez dans le fichier de la fonction publique, combien de fonctionnaires méritent en réalité d'être appelés fonctionnaires? On attend toujours les résultats du recensement. Mais c'est justement les blocages, les pesanteurs aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire de ce dossier brûlant? Imaginez qu'on dise, bon ouais, tous ceux qui ont acheté les BPC en Kebo et à Montboué, qui ont acheté les diplômes au CMF, en réalité ne méritent pas d'être fonctionnaires. Nous les enlevons de la fonction publique. Mais vous allez écouter. Vous allez écouter. Ça va créer un autre foyer. Ça va créer un front. Donc maintenant, mais c'est des choses dont nous devons discuter lors de la transition. Parce que le Gabon ne peut pas se développer avec ces boulets-là. Il y en a beaucoup. Et aucun camp politique ne pourra jamais seul régler cela. Et vous avez dit que vous allez mettre sur pied une plateforme pour jouer, pour faire pratiquement ce que vous-même vous avez appelé un plaidoyer. Qui vous accompagne là-dedans et comment ça se passe? Est-ce que ça a commencé? Nous sommes dans la phase de la communication et la phase du plaidoyer qui n'est pas encore très rapidement. Nous discutons avec les confessions religieuses, nous discutons avec les syndicats, nous discutons avec les citoyens gabonais. Nous élargissons doucement et d'ici une quinzaine de jours, la plateforme sera visible. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont en train de suivre, je ne vais pas le dire ici, mais il y a des multiples structures qui sont en train d'aller à la plateforme. S'il y a des Gabonais qui veulent, qui s'intéressent, comment ils peuvent faire? Quelle démarche? Pour le moment, nous recevons au niveau de l'Observatoire national de la démocratie tous les Gabonais qui veulent intervenir. Nous allons très rapidement faire une communication pour donner les contacts nécessaires pour que ces gens-là viennent et qu'on puisse les recevoir, ceux qui veulent s'intégrer. Depuis votre sortie du 30 décembre 2014, on enregistre pas mal de sorties, que ce soit du côté des religieux, que du côté des politiques. Faustin Boukoubie est sorti de son silence, Maître Séraphin Daoré Bongo est sorti de son silence, on enregistre des déclarations des confessions religieuses, pratiquement des confessions religieuses qui étaient restées jusque-là, bouche fermée. Et lorsque vous écoutez ces sorties, ces gens-là, qu'est-ce que vous vous dites? On est sur la bonne voie ou bien on a encore du chemin à parcourir? Nous sommes sur la bonne voie. D'ailleurs, il y a eu aussi des interventions importantes. Celle du président de la République, celle du président Mimboto, qui sont les deux têtes de poing, de deux camps politiques qui se battent actuellement. En regardant, écoutant le président de la République, contrairement à ce que les gens pensent, je pense que le président a laissé l'ouverture pour le dialogue. Et il a aussi laissé une brèche pour la rééducation de l'Union nationale, qui sont des conditions importantes. Mais tout en posant des préalables, je suis totalement d'accord. Vous savez, en discussion, personne ne veut aller discuter en position de faiblesse. Donc il y a des préalables. Mais j'ai aussi senti dans la déclaration du président Mimboto un certain nombre d'axes. Mais en réalité, je pense que, en vérité, personne n'est contre le dialogue.
Mais il y a des conditions que nous devons d'abord régler pour permettre à ce dialogue d'avoir lieu. Maintenant, je suis tout heureux de constater que tout le monde sort du bois. Les confessions religieses très critiques ces derniers temps sont là. Et moi, je crois aux hommes de Dieu. D'ailleurs, je les rencontre le plus souvent et je vais continuer de les rencontrer pour qu'ensemble, on puisse amener un plaidoyer encore plus fort. Maître Ndao est sorti, il a demandé la dissolution de l'Assemblée. Le président Boukoubi a répondu que ce n'était pas possible. C'est justement ça les peurs. Voyez-vous? C'est-à-dire, il y en a qui ont peur. Ils se disent, mais écoutez, on va dialoguer, mais moi, je suis président de l'Assemblée, je ne serai plus président de l'Assemblée. On va dissoudre le Sénat, on va dissoudre l'Assemblée. C'est pour ça que la première chose, c'est de rassurer tout le monde. Je ne pense pas que le dialogue veut dire la mise à plat des institutions, c'est-à-dire en enlevant, en dégommant tout, mais une discussion en profondeur pour rendre ces institutions fortes. C'est déjà ça la grande ce qu'il faut enlever à la tête des gens. Parce que les gens défendent à peu près leur petit pan. Et voyez-vous, la sortie du Boukoubi, c'est dit non, nous c'est bien, c'est stable. Alors, il sait bien que ce n'est pas ça. Et Ndao qui dit on dissout l'Assemblée et qui tape dans les pieds du PDG. Donc il y a ce côté partisan des uns des autres. Nous on demande aux gens de s'élever au niveau de leurs intérêts qui sont des intérêts partisans pour garder le Gabon. Parce que si le Gabon prend feu, à mon avis, personne ne sera gagnant. Mais est-ce que ceux qui refusent le dialogue, qui s'accrochent à des intérêts personnels, ne sont pas les fossoyeurs de la République? Parce qu'il n'y a pas d'école où on forme les présidents d'Assemblée nationale, il n'y a pas d'école où on forme des ministres de la République, il n'y a pas d'école où on forme. Est-ce qu'ils ne savent pas qu'avant eux et après eux, il y aura toujours des présidents de l'Assemblée nationale, les présidents de la Cour constitutionnelle, des institutions? Ceux qui refusent le dialogue ont peur. Beaucoup ont peur.